on attend Florence, ouais, peut-être, parce que en fait, ouais. Moi, je voulais dire que j'étais vraiment contente d'être là. Euh, bon, j'ai intérêt à le dire parce qu'il y a la Croix-Rouge là juste devant. Et j'étais vraiment contente d'être là avec les entrepreneuses du changement qui sont juste à ma droite. Voilà, c'est les entrepreneuses talentueuses qui vont nous présenter leur entreprise, leur entreprise. Donc, entreprendre pour changer le monde, ça peut paraître ambitieux, en fait. Ça peut paraître ambitieux, mais pas du tout, en fait. C'est un beau défi pour nous, pour elles, mais c'est avant tout faire émerger des idées ou des talents pour répondre à des problématiques sociétales, en fait. Mais en premier lieu, en fait, c'est remettre l'humain au centre du jeu. Parce qu'aujourd'hui, avec le numérique, on a besoin de le remettre au centre du jeu. C'est très important, en fait. Et dans ce monde numérique, dans ce monde des 0 et des 1, c'est très important. Et c'est ce que font nos fondatrices ici. Alors, au cours de cette table ronde, on va donc présenter nos fondatrices. Mais avant, on voulait vous présenter. Alors, je pense que Florence va arriver. Florence est notre directrice Harmonie Mutuelle, en fait. Et Florence est la directrice du changement et de l'innovation chez Harmonie Mutuelle. Et elle va nous parler du Lab Santé Globale. Alors là, je vais y passer, c'est parce que je fais tout là. J'appuie sur le bouton à la place. Voilà. Harmonie Mutuelle, Ticket for Change. Alors on va vous parler aussi de Ticket for Change parce que la personne qui devait venir n'est pas là à cause à cause de SNCF. Il n'y a personne qui travaille à SNCF là? Non, c'est bon. Ok, très bien. Alors donc on va vous parler du. Ah voilà. Donc Florence arrive, bravo Florence, et donc elle nous parlera du partenariat. Donc on va en parler ensemble. Tiens Florence, tu as peut-être un micro, on va peut-être passer un micro à Florence. Du partenariat qui s'est tissé entre Harmonie Mutuelle et Ticket for Change. Ensuite, on passera la parole à Pénélope, fondatrice de Expérience Positive Production. Alors c'est le bien-être et l'inclusion sociale. Alors Pénélope. Qui est là. Ensuite, c'est Myrtille Cabayet et Sophie Mareto, sont les fondatrices de Les Éclaireurs. Les Éclaireurs, c'est concilier maladie et performance en entreprise. Et on terminera par Céline Collat-Pradel, qui est fondatrice de Tifanco. C'est élaborer des programmes pour découvrir les intelligences de son cerveau. Alors, je vous disais, on remet toujours l'humain au centre des préoccupations. C'est réellement ça, quoi. Moi, je suis Véronique Persicot, je travaille avec Florence et je suis chargée de mission. Et en 2017, j'ai été marraine des fondatrices. Voilà, j'ai eu le plaisir d'accompagner comme je pouvais, parce que c'était pas toujours facile. Voilà. Donc, vous allez découvrir le programme Ticket. On va essayer de vous présenter. Ah, il est là, l'ordinateur. Oui. Voilà, oui, ça a bougé. Voilà, si vous avez envie de poser des questions et de participer, de nous dire quelque chose, vous pouvez y aller. C'est interactif, on ne va pas vous faire une conférence. Voilà. Donc, Ticket for Change, c'est une association. Florence? Une association, bonjour, je suis ravie que vous soyez là, nombreuses. Ouais. Effectivement, je vais un peu parler de Ticket for Change, il devait y avoir une personne, mais avec les transports, vous le savez, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Donc, c'est une association qui a été créée par Mathieu Dardaillon et 3 autres personnes. Il avait 24 ans, oui, c'est mieux. Il avait 24 ans quand il a créé cette association après un voyage en Inde et un peu autour du monde et avec ses collègues et amis. Et il s'est demandé ce qu'il pouvait faire pour lutter contre le gâchis de talents. Voilà. Il a observé que dans le monde entier, il y avait des personnes, jeunes ou moins jeunes, qui portaient en elles des talents et que l'éducation nationale et les systèmes éducatifs n'étaient pas toujours faits pour révéler ses qualités et ses talents. Et du coup, il a imaginé un parcours en France qui s'appelle Ticket for Change et qui a pour but vraiment de lutter contre le gâchis de talents et de pouvoir, comme le dit Véronique, entreprendre pour changer le monde. Donc, comme le dit souvent Mathieu Dardaillon, c'est même avoir uniquement l'envie, l'impulsion, l'idée d'une idée, mais avoir en tout cas envie
de créer le monde que l'on souhaite. D'autres avant lui l'ont dit, et notamment le Mahatma Gandhi, pour citer un des plus connus, qu'il faut qu'on porte le changement qu'on veut voir dans le monde. Donc c'est vraiment le travail que fait Mathieu. Et nous, Harmonie Mutuelle, donc moi au sein d'Harmonie Mutuelle, je suis en charge de la responsabilité sociétale d'entreprise d'une part et de l'innovation sociétale d'autre part. C'est une direction qui allie les deux expertises et je trouve que c'est particulièrement précurseur et innovant dans la mesure où, en tant qu'acteur mutualiste, acteur de l'économie sociale et solidaire, Harmonie Mutuelle utilise vraiment la RSE comme un levier d'innovation. Et à l'heure de la loi Pacte et de tout ce qui se prépare, je pense que c'est vraiment important que des acteurs de l'économie sociale et solidaire puissent avoir ce type de démarche pour vraiment prouver et incarner, prouver et incarner leur impact sur la société et sur le monde. Donc Ticket for Change, chaque année, c'est environ une cinquantaine de candidats qui sont sélectionnés après une étude de dossier. Ils reçoivent entre 300 et 500 dossiers. Il y a un appel à candidature en début d'année. Et au départ, c'était plutôt sur du 20-30 ans. Aujourd'hui, c'est vraiment ouvert à tous les âges. Je vais vous faire un aveu, je l'ai fait en 2016, le parcours. Donc voilà, j'ai passé la trentaine. Et, et du coup, c'est un parcours particulièrement intéressant puisqu'il nous pousse vraiment dans nos retranchements pour aller sur l'essentiel de ce qu'on peut apporter au monde, à la société, que ce soit sur un plan social, sociétal ou environnemental. Donc Harmonie Mutuelle, qui a un positionnement d'acteur de santé globale, a voulu devenir partenaire. Donc moi, j'ai fait le parcours vraiment pour tester de l'intérieur la qualité de leur accompagnement. Et donc en 2016, 2017, 2018, nous sommes partenaires et nous avons créé le Lab Santé Globale, c'est-à-dire que sur la cinquantaine de candidats qui sont recrutés pour faire le parcours qui dure de juin à décembre, en gros, eh bien, nous identifions des projets qui sont vraiment porteurs d'impact sur la santé des personnes. Et du coup, l'année dernière, nous avons identifié si on peut les voir, il se trouve que c'était que des entrepreneuses. Alors, quelqu'un m'a fait la réflexion, je ne sais pas si la personne qui m'a fait la réflexion est là dans la salle, voilà. Mais il n'y a que des femmes, effectivement. En tout cas, sur le thème de la santé, non, mais je parlais sur le Lab Santé Globale. Voilà, parce qu'il y a d'autres ticketeurs dans la salle. Et du coup, voilà, vous en avez 3 qui sont parmi nous aujourd'hui, 4 même qui sont parmi nous aujourd'hui, et 3 autres, Anne Malouli notamment, c'est juste pour vous donner l'idée des profils qu'on peut trouver chez Ticket et dans ce genre de parcours, simplement de gens qui ont envie de changer le monde. Et moi, j'en croise aujourd'hui tous les jours. Encore tout à l'heure, j'étais en contact avec une personne d'Air France qui a abandonné son super poste juste pour s'occuper de ses 2 filles et pour qu'elles trouvent une place justement autrement dans la société et dans leurs études. Et je trouve ça assez merveilleux. Donc du coup, Anne Malouli, c'est un médecin gérontologue qui était médecin coordinatrice de 6 EHPAD dans la région de Reims. Vous voyez un peu le gros profil, et qui vous dit toute simple, j'ai demandé à mes enfants et à mon mari si je pouvais prendre une année sabbatique, démissionner, prendre une année sabbatique. Je lui dis oui, ils ont quel âge vos enfants? 7 et 11 ans. Donc voilà, ça c'est Anne Malouli. Et en fait, aujourd'hui, un jour, on lui a dit qu'elle ne savait pas bien communiquer, que son offre était mal exprimée. Elle a fait un 3e cycle de communication, elle en est sortie avec un DESS ou enfin un diplôme. Voilà, c'est une personne hyper experte, hyper compétente. Mais ce que je veux vous faire passer comme message, c'est que les personnes qui portent des vraies choses et qui ont cette capacité honnête et experte à changer et à apporter des choses différentes au monde, ne sont pas forcément celles qui ont le plus de facilité à le proposer et à le vendre et à le diffuser et à le déployer. Donc Anne, aujourd'hui, au bout d'1 an, elle a enfin créé son site internet. Elle est en train de développer une approche de parcours individualisé pour aider les personnes aidantes. Vous savez, il y a 11 millions d'aidants familiaux en France, 11 millions.
La plupart, je crois les 2/3 sont en situation salariée, c'est-à-dire que ce sont des gens qui travaillent. Avec les phénomènes sociologiques et démographiques, il y a même alors 3/4 sont des femmes encore. Et on trouve aujourd'hui des femmes qui ont entre 45 et 55 ans, qui ont encore des enfants à la maison et qui sont en situation d'aidance vis-à-vis de leurs conjoints, de leurs parents, de leurs grands-parents. Et ça crée vraiment des tensions et des limites de performance dans les entreprises aussi. Donc c'est vraiment un sujet sociétal et économique, hein. Voilà, donc je ne vais pas vous embêter avec ça, c'est un de mes sujets favoris. Mais en tout cas, Anne est en train de développer une approche personnalisée pour aider les aidants. Véronique, est-ce que tu souhaites... je pense que c'est pas mal sur parcours. C'est bien, en fait. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez intervenir avant que les entrepreneuses vous présentent leur sujet? Vous avez des questions? Vous voulez intervenir? Oui. Est-ce que c'est un parcours qui est payant, qui est gratuit? Nous demande le monsieur. Vous savez? En fonction des revenus. Voilà. Voilà. Okay. Il y a d'autres questions? L'accompagnement dans l'entreprise que j'ai fait, je sais pas. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression de comment j'ai accompagné par rapport à notre réseau Harmonie, j'ai donné des conseils, je sais pas trop comment. Voilà. Ce sera mieux. Alors, je vais donner la parole d'abord à Pénélope. Voilà, qui va nous présenter son entreprise qu'elle fait. Voilà, je te donne. Bonjour. Tiens, je vais venir par ici, super. Pénélope, et moi j'avais envie de vous raconter mon histoire. Alors, juste une petite question, est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu envie de changer tout dans leur vie? Non? Pas vous? Bon, ben moi pour mes 30 ans, j'ai décidé de tout changer. J'ai quitté mon appartement, mon CDI confortable, mon amoureux, et je me suis dit, tiens, je vais partir en Inde pour développer mon apprentissage en yoga et me changer. Bon, au bout de 3 jours, je suis rentrée à Paris et je n'avais plus de travail, plus d'amoureux, plus d'appartement. Et j'ai commencé un long cheminement sur en fait qui je suis, qu'est-ce qui compte vraiment dans ma vie et qu'est-ce qui pourrait lui donner plus de sens. Parce que la question du sens, je ne m'y étais pas vraiment intéressée, j'avais fini mes études et j'étais rentrée dans la vie professionnelle sans se poser la question du sens. Et à 30 ans, je me disais, en fait, un job qui n'a pas de sens, mais pourquoi faire? Monsieur, il acquiesce. Ouais. Vous achetez? Super. Et dans cette quête de sens, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai eu la chance de pouvoir lier le voyage et l'apprentissage. Donc, je suis devenue professeure de yoga, de méditation. J'ai suivi une formation en psychologie positive aux États-Unis. Enfin, des aventures incroyables. Des apprentissages où on change vraiment, vraiment à l'intérieur, dans qui on est, comment on se perçoit. Et quand même une forte envie de transmettre. Peut-être parce que j'avais déjà commencé à donner des cours sur des sujets en lien avec la communication. Et en 2015, je me suis dit, ça y est, j'ai envie de transmettre ce que je viens d'apprendre, que j'ai mis des années à toucher du doigt, comment on est bien dans ses baskets, comment on s'assume. Et je me suis dit, en fait, j'ai envie de le partager avec les publics où c'est pas si évident que ça. J'ai envie d'aller parler de développement personnel avec des adolescents, parce que je trouve qu'à 15 ans, on est quand même en pleine crise de l'adolescence, et qu'aujourd'hui, l'école ne sait pas comment accompagner ce moment-là de la vie. Bon, en plus, je suis parisienne, c'était la période des attentats, vous vous souvenez, et je me suis dit, comment je vais être utile dans ce temps de crise? Qu'est-ce que c'est mon rôle à moi? Comment je peux contribuer à cette société qui va si mal, et qu'est-ce que je pourrais faire à mon échelle pour faire un premier pas dans l'action? Et donc mon premier pas, ça a été de rentrer à Saint-Denis, dans un lycée, le lycée Paul Éluard, et d'aller faire des actions auprès des publics de seconde sur comment on peut partager des outils de développement personnel avec des adolescents, comment on peut parler d'orientation autrement que ce que font les profs, comment on peut parler communication avec les élèves de 15 ans et remettre du lien. J'ai même eu la folie de les faire méditer, de leur faire faire de la relaxation,
avec des élèves qui au début étaient assez sceptiques en me disant mais madame, le yoga, on est quand même dans le 93, donc ici on est dans le 93, mais vous n'avez pas du tout le profil des jeunes du 93 que j'avais à Saint-Denis, qui venaient d'autres milieux sociaux, qui n'avaient pas du tout dans leur environnement des parents qui font du yoga, qui pratiquent la méditation, qui se posent la question du bien-être. On est plutôt dans une population assez pauvre, hein, puisque Saint-Denis c'est une des communes et un des départements les plus pauvres de France, avec des adolescents qui pensaient qu'on n'avait plus le droit de rêver dans cette France. Plus le droit de rêver. À la question « À quoi tu rêves dans ta vie ? Quel métier t'aimerais faire ?» Ils disaient « Mais madame, je suis noire, je suis arabe, j'habite de l'autre côté du périph', j'ai pas le droit de rêver. » Et moi, j'ai pas envie de vivre dans un pays où on n'a plus le droit de rêver. Et j'ai besoin de partager cette envie avec les adolescents, notamment. Ça fait 3 ans. C'était plein d'aventures, ces adolescents. Quand je suis rentrée dans le parcours Ticket, je me suis dit, bon, mais comment on fait pour changer d'échelle, puisque c'est moi, ma petite personne, qui va dans des lycées, c'est pas très bien payé. Comment je peux faire pour que ça se développe ? Alors, j'ai imaginé beaucoup de scénarios, avec l'équipe Ticket qui m'a challengée à chaque étape. Comment on construit un modèle économique ? Comment on gagne de l'argent avec des endroits où il n'y a pas d'argent, avec des publics qui n'ont pas d'argent, pour faire des choses qui sont pourtant très importantes. Donc on a cherché, j'ai imaginé plein de scénarios possibles. Et cette année, donc je suis très contente parce que cette semaine, j'étais en rendez-vous avec le CPE qui m'accompagne depuis 3 ans dans ce lycée. Donc j'ai quand même accompagné 200 élèves et il m'a dit « Vous faites toujours quelque chose qu'on ne sait pas faire. Donc je ne sais pas comment on va faire pour le développer, mais en tout cas, on a envie de continuer et on est contente de pouvoir vous accueillir. » Je lui ai dit « C'est super. Cette année, j'ai envie de faire un nouveau truc qu'on n'a encore jamais fait. J'ai envie de faire de la formation pour les profs. Parce que finalement, moi, toute seule dans ces lycées, c'est super, mais c'est une goutte d'eau. Ça va vraiment avoir de l'action très, très lente. Donc, je me suis dit, je vais faire de la formation pour les profs. Et donc, il m'a dit, OK. Donc, cette année, on a 36 profs de seconde, les profs principaux, ceux qui accompagnent les élèves de seconde dans leur choix d'orientation, que je vais pouvoir accompagner dans un programme d'inspiration positive autour de techniques pédagogiques, mais aussi de ressourcement, parce que ces profs, ils ont besoin d'apprendre à se déstresser, se relaxer, se concentrer, gagner en leadership pour être moins dans une pratique autoritaire avec les élèves. Parce qu'on fait des ateliers de développement personnel, de la relaxation, les ados sont super bien, et d'un seul coup, il y a un prof qui rentre dans la salle et qui se remet à crier et à reprendre tous les codes classiques de l'autorité. Autant dire que je perds un peu les bénéfices de la séance. Voilà, donc maintenant, mon sujet, c'est comment travailler avec les formateurs et les profs. Pour cette rentrée, l'action avec les profs va quand même pas financer mon modèle économique. Moi, je suis indépendante et je vis ici, donc il faut bien gagner sa vie. Donc, dans mon propre modèle économique et dans mon entreprise, qui s'appelle Expérience Positive Production, j'ai décidé de lier des choses assez lucratives. Donc, j'accompagne des entreprises sur des processus d'intelligence collective, sur comment on change sa façon de travailler, comment on change sa collaboration dans une équipe, comment on trouve des nouvelles idées. Et en fait, ça, les entreprises en ont besoin, envie, et ça me permet de financer mes actions dans les lycées. Je crée un petit modèle d'économie sociale et solidaire à moi-même, toute seule, dans mon coin, avec beaucoup d'autonomie et beaucoup de joie parce que ça me donne de l'indépendance et la possibilité d'explorer des choses qui, a priori, n'étaient pas possibles. Parce que quand j'ai dit que je voulais aller dans les lycées, on m'a dit « mais t'es pas prof, tu peux pas aller dans les lycées ». Je dis ben, « si, moi je vais aller dans les lycées ». Et quand j'ai dit « je vais faire de la formation de prof », on m'a dit « mais c'est pas possible de faire de la formation de prof, il faut passer par l'académie, le truc, le machin ». Eh bien si, on va faire de la formation de prof. Donc pour moi, entreprendre, c'est dépasser toutes les difficultés parce qu'en fait, je sais pourquoi je le fais. Je le fais pour le bien-être de chacun, et contribuer le plus possible à donner du sens à ma propre vie en accompagnement les autres, les ados, les entrepreneurs, les salariés et tous ceux qui en ont besoin. Je vois Véronique qui se lève, ça veut dire « Attention, Pénélope, c'est l'heure de rendre le micro ». C'est parfait, j'ai fini. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions pour Pénélope ? Vous avez des questions ? Ah. Dans le cadre de ma création, en fait, j'ai toujours eu plusieurs activités et des activités d'enseignement
voilà, d'enseignement à droite, à gauche. Et le tout cumulé me permettait de vivre avec des petits budgets. Et bien maintenant, c'est Myrtille et Sophie qui vont nous présenter leur projet. Est-ce qu'il marche là? Bonjour, ça marche. Elle est en train de se moquer parce qu'elle me dit tu commences, tu es la fondatrice. Oui, c'est moi. Je suis Myrtille Cavalier et j'ai fait le parcours ticket avec les filles de l'année dernière, donc c'était il y a 1 an tout juste, tout pile aujourd'hui. Et depuis janvier, on a ouvert le cabinet Les Éclaireurs, qu'on va vous présenter maintenant. Moi, mon parcours, ça a été école de commerce, RH dans un grand groupe de l'industrie. Et aujourd'hui, j'ai la casquette de fondatrice des Éclaireurs et en parallèle, chargée d'expérience collaborateur en entreprise. Donc, bonjour à tous, moi je suis Sophie Maréto, donc la cofondatrice des Éclaireurs. Je suis psychologue clinicienne diplômée et coach certifiée. J'ai donc un parcours plutôt universitaire et j'ai une vie professionnelle derrière moi à plusieurs rebondissements et plusieurs casquettes. Avec Myrtille, on a créé donc les Éclaireurs parce que notre ambition à toutes les deux, c'est un peu d'apporter notre petite pierre à l'édifice sur la maladie et de faire en sorte que les représentations qu'on peut avoir sur une maladie puissent être plutôt positives et non négatives et qu'elles puissent être un rebond plutôt qu'un moment de rupture. Pour développer notre idée, en fait, on est parti d'un constat assez simple, c'est qu'en France, il y a 10 millions d'actifs qui sont atteints de maladies chroniques évolutives. Alors, quand on vous dit ça, vous ne savez pas forcément ce que c'est qu'une MCE, un peu barbare. Ce sont les cancers, le diabète, le sida, la polyarthrite rhumatoïde, enfin voilà, vous en avez. Ça y est, merci. Vous avez à peu près une trentaine. La maladie chronique évolutive, la caractéristique première, c'est que c'est une maladie invisible et que du coup, quand on en parle, on ne parle pas forcément de handicap. Et quand on parle en France de handicap, la première représentation qu'on a en tête, c'est une personne en fauteuil roulant. Or, quelqu'un qui a une maladie chronique évolutive a vraiment un handicap parce que ça a des répercussions sur sa vie sociale, sa vie professionnelle, sa vie familiale. Le deuxième constat qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, il y a 7 entreprises sur 10 qui ne sait pas forcément, n'a pas forcément les moyens en temps, en énergie, en finances pour gérer un maintien et un retour à l'emploi. Alors souvent, ils ne font pas forcément appel à des CDD ou des intérimaires pour remplacer la personne qui sera absente, ce qui veut dire qu'il y aurait une répartition de la charge de travail sur l'ensemble des collaborateurs, ce qui peut créer quelques tensions, et puis aussi certaines déqualifications, parce que la personne qui ne sera pas là va forcément être démotivée, n'aura pas forcément envie de revenir à son poste. Et le dernier constat, c'est qu'effectivement, 1 personne sur 3, 2 ans après une maladie, quitte son poste. Donc c'est quand même un chiffre assez alarmant qui nous montre bien qu'effectivement, la maladie en France n'est pas forcément quelque chose sur lequel on peut s'appuyer et qui ne fera pas forcément bouger les mentalités. Voilà. Alors pour faire face à ça, on a décidé de créer donc les Éclaireurs. Notre but, c'est d'accompagner les entreprises, mais en touchant tous les acteurs, pour les outiller, impliquer tout le monde dans le retour du collaborateur. Donc on ne parle pas qu'avec la personne qui est touchée par la maladie, mais avec son manager, son équipe, les RH et lui-même. Qu'est-ce qu'on fait aussi? En plus d'outiller, d'impliquer, on va les former, mais aussi on va les inspirer avec des histoires qui fonctionnent, parce qu'il n'y a pas que des histoires qui ne marchent pas, il y a aussi des entreprises qui font ça très bien, des employeurs qui ont beaucoup de bienveillance et des solutions qui sont trouvées déjà sur le terrain. Si. Ça marche. Donc dans un premier temps, quand on arrive, on fait un diagnostic pour faire l'état des lieux. Est-ce que vous avez plusieurs personnes de malades? Est-ce que vous avez déjà eu la situation par le passé? Comment ça s'est passé? Un peu le climat pour prendre la température. Et derrière, ensuite, on va préparer un plan d'action.
Et nos différents leviers, ça va être de la formation classique à destination des RH, sur le process, sur le côté légal, sur toutes les aides qu'on peut apporter en tant qu'entreprise à une personne. Et après, ça va être aussi de l'accompagnement sur la personne avec un bilan des compétences adaptées pour que la personne arrive à retrouver confiance en elle et à savoir aussi quelles compétences elle peut toujours mobiliser pour avancer dans sa carrière. Comme l'a dit Sophie tout à l'heure, pour nous, une rupture dans une carrière est un rebond derrière. Le levier suivant, c'est aussi d'accompagner les équipes à arriver en fait à avoir un cercle de parole dans lequel elles peuvent exprimer leurs émotions, parce que quand on parle de maladie ou même de décès en entreprise, c'est un sujet très lourd qui d'habitude est tabou. Et donc nous, on va apporter justement cet espace sécurisé dans lequel les collaborateurs peuvent s'exprimer et dans lesquels on va donner des clés pour les surmonter. Le dernier levier aussi, c'est d'arriver à aider les managers opérationnellement à pouvoir gérer la charge de travail quand la personne est absente, mais aussi quand elle revient, comment est-ce qu'on arrive à redéfinir les postes pour que ça marche. Ensuite, notre dernière mission, c'est d'arriver à voir quelques temps après si ça fonctionne toujours, et si ça fonctionne, d'arriver à inscrire les bonnes pratiques et les solutions dans une démarche plus globale. Ça peut être dans la stratégie RSE, ça peut être dans des process RH qu'on réactualise, et qu'on arrive à diffuser au reste de l'entreprise. Et c'est aussi une culture d'entreprise qui se voit transformer. Si vous voulez savoir pourquoi on a fait ça, donc en plus d'avoir fait ce constat, les gens nous demandent souvent, mais sur tout ce qu'on peut faire dans la vie, pourquoi est-ce que vous êtes allé chercher ce sujet que tout le monde essaie de garder sous le tapis? Parce que les maladies chroniques, c'est ce que disait un peu Sophie tout à l'heure, c'est comme le handicap il y a 10 ans, on n'a pas envie d'en parler, surtout pas en entreprise. On préfère fermer les yeux. Et aujourd'hui, c'est un phénomène qui grandit. Pour l'instant, c'est 1 personne sur 6. Ça veut dire que quand vous regardez dans votre entreprise, autour de vous, sans le savoir, il y a peut-être quelqu'un qui est touché. C'est un phénomène qui est en croissance. Pourquoi? Parce que l'âge de la retraite est repoussé, les traitements s'améliorent, et donc du coup, les gens peuvent continuer à travailler malgré leur maladie. Mais ce constat, tout le monde peut le faire comme ça, mais pourquoi vouloir se mettre en action et faire quelque chose? Avec Sophie, on s'est rencontrés et en discutant, on s'est rendu compte qu'on avait un peu les mêmes passés. Toutes les deux, on a été aidantes pour un proche. Donc moi, c'était ma mère qui s'en est sortie après un cancer. Mais c'est vrai que le retour, en fait, a été difficile. Et qu'est-ce qui se passe quand on parle aux gens qui sont malades ou qui viennent de guérir d'une maladie ou qui vivent avec leur maladie au quotidien? Ils vont nous dire c'est pas forcément la maladie, contrairement à ce qu'on peut penser, qui est compliquée, oui, ça fait rager sur le moment, mais on finit par l'intégrer, le comprendre. Ce qui est compliqué, c'est le retour à la vie. Quand on nous dit ça, c'est dur à entendre. Hein. Le retour à la vie, c'est ce qui est difficile, c'est pas la maladie. Et c'est là où, en fait, quand on entend des choses comme ça, on a envie d'agir. Et c'est comme ça qu'on s'est décidé avec Sophie, en se trouvant aussi très complémentaires, d'agir avec un côté très entreprise, un côté très humain, pour arriver à concilier les deux. Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui. Alors, merci pour cette intervention. Moi, j'aurais une question. Qui fait appel à vous, en fait? Parce que vous intervenez dans l'entreprise, mais est-ce que c'est la personne malade, l'entreprise, vous-même? Voilà. Qui fait appel à vous? Alors, les collaborateurs peuvent faire appel à nous, mais ce n'est pas forcément les meilleurs prescripteurs. Souvent, ce sont nous qui avons activé notre réseau à toutes les deux pour pouvoir présenter toute notre offre et notre philosophie et nos valeurs. Donc, du coup, on passe souvent par les RH, RSE, médecins du travail, services de santé interentreprise. Et du coup, c'est comme ça qu'on a pu décrocher des missions dans des petites PME, justement, parce qu'il y a eu un décès et un cancer dans une entreprise et que du coup, l'équipe a besoin d'un peu de poser les émotions et en parler pour pouvoir mieux appréhender toutes ces péripéties. Et on a aussi intervenu dans un gros groupe récemment sur tout ce qui était sensibilisation sur les impacts de la maladie auprès des collaborateurs, mais aussi en entreprise, pour effectivement construire des solutions. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'y vais. En fait, du coup, vous parlez des maladies physiques. Après, est-ce que vous faites aussi tout ce qui est un peu psychologique, je veux dire, dépression par exemple?
Alors, dans les maladies chroniques évolutives, il y a aussi les troubles psychiques. Donc les troubles psychiques, ça peut être tout ce qui est bipolaire, dépression, voilà. Donc oui, c'est considéré comme une maladie chronique évolutive depuis peu. Mais ça l'est. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, est-ce que les mentalités changent aussi? Parce que, mine de rien, aussi, la personne qui est malade peut avoir peur de dire sa maladie à ses collègues et à son employeur principal. Alors, moi je dirais oui, les mentalités changent. On voit de plus en plus dans la presse des histoires justement sur le retour au travail après un cancer notamment. Mais ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est qu'aujourd'hui, le sujet des maladies chroniques est regardé comme le handicap il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une sorte de no man's land juridique et des aides aussi qui ne sont pas forcément là pour aider les entreprises là-dessus. Si la personne en fait, qui a sa maladie ne demande pas à être reconnue comme un travailleur avec un handicap, l'entreprise ne bénéficie pas d'aide pour le faire, à part s'il y a de l'agilité. Bon, là, on rentre dans des trucs techniques. Mais oui, les entreprises commencent à s'y intéresser. On a eu, si vous êtes intéressé, en décembre 2017, il y a le rapport IGAS qui est sorti, qui parle de désinsertion professionnelle et qui mentionne justement les maladies chroniques en entreprise et comment est-ce qu'on fait pour faire face à ça et ne pas faire en sorte d'inclure les salariés qui ont ce genre de problèmes, de maladies, de troubles, pour pas qu'ils perdent leur emploi. Oui. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Alors on va passer à Céline, la dernière. Oui, depuis là. Alors, je vais rester assise pour pouvoir vous défiler les diapositives au fur et à mesure. Mais comme ça, je vais... Oui, voilà. Donc moi, je fais partie des profils que Florence disait tout à l'heure, plutôt technicienne et pas communicante. Je développe la méthode Diffenco depuis 2013. De sorte à ce que chacun puisse connaître précisément les facteurs de sa santé globale. Un de mes credos, parce que j'ai beaucoup de petites maximes qui ponctuent mes journées, c'est que les activités physiques sont comme les essuie-glaces, ils n'empêchent pas la pluie de tomber, ils permettent de continuer d'avancer. Donc, je suis diplômée de la faculté de sport, le STAPS, et dans mes premiers métiers d'éducateur sportif et d'entraîneur sportif, j'ai fait de nombreux publics, des bébés nageurs 4 mois jusqu'aux adultes vieillissants 94 ans, dans les centres municipaux, les associations, les établissements hospitaliers, etc. etc. Enfin, j'ai vraiment fait beaucoup d'environnements professionnels. J'avais une première révolte, donc moi j'ai créé beaucoup de choses dans la révolte. La première, c'est qu'on ne naît pas fatigué, feignant, démotivé et non sportif. Voilà. Donc ça, c'est ma première révolte, c'est-à-dire qu'on peut être plus ou moins habile avec son corps, mais on a tous des capacités motrices à pouvoir prendre du plaisir dans des mouvements corporels. Et donc, effectivement, dans un contexte de sport santé sur ordonnance depuis 1 an, et puis depuis 15 ans, vous entendez les médias qui vous rabâchent bouger 30 minutes par jour. Il y a 10 ans, je me disais, mais comment on peut amener les personnes à trouver l'activité physique dans laquelle ils vont se sentir bien, où ils vont sentir qu'effectivement, ça les détend, ça les oxygène, ça les relaxe. Comment on peut amener à cette motivation sur le long terme? Et c'est là qu'effectivement, en fait, assez tôt, j'ai abordé les activités physiques sous les 3 angles qui sont définis par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, lorsqu'elle définit la santé dans sa constitution de 1946. La santé, on a tendance à l'oublier, c'est un équilibre entre son corps, sa tête, le mental, mais également sa vie sociale. Et moi, à chaque fois, en fait, je me disais, mais comment je peux amener les personnes à avoir envie de prendre du temps pour soi? Donc c'est là qu'effectivement, en 2013, j'ai commencé à modeler la méthode Diffenco pour déjà une chose, effectivement, amener chaque personne à pratiquer 30 minutes d'activité physique par jour qui correspondent à leurs besoins, à leurs envies,
mais également, surtout, qu'elles puissent trouver les activités de santé globale, que ce soit de la sophrologie, du yoga, du pilate, d'un établissement de remise en forme, du basket, du handball, enfin, en tout cas, trouver les activités qui vont permettre de réduire l'activité électrique du cerveau. Donc, c'est ce qu'on appelle la charge mentale. Et moi, déjà, dans la méthode d'Ifenco, j'ai un premier temps où je déconstruis beaucoup de préjugés et d'idées reçues. La charge mentale et le stress ne sont pas des maladies. Ce sont des symptômes, enfin des processus biologiques dans votre cerveau et dans votre corps. On en a tous besoin. Déjà, dès le réveil, on a besoin de la petite dose d'adrénaline, le stress, pour se réveiller. On a besoin du stress pour répondre au téléphone. De la même manière que la charge mentale, on peut tous avoir une sensation à un moment donné d'être contrarié. Le problème, ce n'est pas le fait d'être contrarié, c'est ce que ça peut provoquer dans le corps. Donc Difenco, ce sont des programmes d'activité physique qui vous amènent à connaître beaucoup plus précisément comment fonctionne votre corps, mais également votre cerveau. Notre cerveau, en fait, on a plusieurs intelligences. On en a au moins 8. Et tous, même les autistes et les trisomiques, ont au moins un mode d'intelligence qui est performant. Donc par les activités physiques, mon premier objectif est d'amener les personnes en fait à ressentir leurs points forts naturels, leurs capacités, et ensuite, une fois qu'elles les connaissent, de pouvoir mieux choisir leurs activités de santé globale qui va être compatible avec leur emploi du temps, leur santé sociale, mais également avec leurs émotions, leur mental, leur motivation, leur énergie naturelle. Alors, je croise plusieurs champs scientifiques, c'est-à-dire qu'effectivement, au départ, je viens du domaine de la recherche médicale et universitaire. Donc, là où vous pouvez peut-être avoir l'impression que je suis une coach sportive, je suis avant tout une coordinatrice de projets de santé. C'est-à-dire que les programmes d'Ifenco visent effectivement à accompagner les personnes à se connaître dans toutes leurs dimensions, dans toutes leurs facettes, et surtout de savoir comment mettre du mouvement corporel de sorte à éviter d'avoir des troubles articulaires, des troubles musculo-squelettiques, comme on parle en entreprise, ou alors d'avoir des maladies chroniques qui peuvent se déclencher au fur et à mesure avec le stress. Il y a 4 étapes. La première étape, c'est d'explorer effectivement, finalement, tout ce qui vous définit dans votre quotidien. Ensuite, c'est d'identifier les leviers qui vont vous faire ressentir naturellement que vous avez plus d'énergie, que vous dormez mieux, que vous vous sentez mieux, et surtout que ces leviers sont naturels, que ce ne sont pas des contraintes ou un régime à appliquer. Ensuite, on teste ensemble différentes activités, soit avec moi en activité physique, soit en environnement extérieur avec tout autre professionnel. Et ensuite, il y a la phase de répétition, d'entraînement, de développement, c'est-à-dire que l'objectif, c'est que vous trouviez votre propre rythme sur une semaine qui fait que naturellement, vous sentez que vous dormez mieux, que l'équilibre alimentaire se met en place et surtout que vous avez toutes vos douleurs et vos symptômes de santé qui petit à petit diminuent. Et dans la première slide, donc, je me présente comme coordonnateur de projet de santé, mais également comme entraîneur mental à la vie quotidienne. Pourquoi entraîneur mental? Parce qu'effectivement, dans notre quotidien, il y a des tas de facteurs qui mettent notre motivation à rude épreuve. On a toujours d'autres choses de mieux à faire que de prendre soin de soi. Donc je suis surtout là aux côtés des personnes pour vous amener à accepter de vous faire du bien, et dans vos 3 dimensions, c'est-à-dire de prendre soin de votre corps, de votre état d'esprit, mais également de vos envies d'épanouissement dans votre vie sociale. Et mon approche est très complémentaire avec Pénélope, qui va accompagner beaucoup plus précisément sur des techniques de méditation, ou de Myrtille et Sophie, qui vont pouvoir mettre en place tout le projet en interne des entreprises. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon. Ça a été hyper clair. Par contre, on voulait vous proposer quelque chose avant de partir.
Voilà, parce qu'en fait, on vient de parler de plein de choses là, du corps, de l'esprit, etc. Et puis, je pense qu'on voulait vous proposer, si vous êtes d'accord, dans la salle, une petite méditation. Est-ce que vous êtes d'accord? Essayez, tentez une petite méditation. Oui, vous êtes d'accord? D'accord. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher un petit peu pour, voilà, pour être un petit peu plus avec nous? Voilà, mais toute simple, voilà. Vous pouvez rester, monsieur, avec votre appareil photo. Ok, merci. Je laisse Pénélope aux commandes. Là, ça ne va pas être moi, bien sûr, hein, parce que voilà, je te laisse le micro. Et puis, en tout cas, vous allez pouvoir repartir tranquillement. Et merci beaucoup de votre attention et de vos questions. Merci. Alors, on va faire un test son pour voir si le volume sonore est bien pour tout le monde. Ça va, c'est pas trop fort? Un petit peu moins? C'est bien comme ça? Est-ce que là, on m'entend toujours? Ouais, ok, merci. Donc, vous avez la chance d'être sur des chaises et c'est très bien parce que pour méditer, on n'a pas besoin d'être assis en tailleur dans une posture qui vous ferait hyper mal. Donc, vous pouvez être assis confortablement sur votre chaise. Ouf. Je vous conseille de mettre les 2 pieds sur le sol, les jambes décroisées. Voilà, très bien. Oh, je suis très contente de faire ça avec vous, hein, vous le savez. Complètement inattendu. Super. Alors, si vous êtes à l'aise avec les yeux fermés, je vais vous encourager à fermer les yeux. Ah, peut-être un mot avant sur la méditation. Non, tout le monde sait ce que c'est, ne sait pas. Laissez-vous faire juste un encouragement pour y aller, c'est que vous ne pouvez pas rater. Il n'y a rien à réussir, simplement d'observer ce qui va se passer dans votre corps et d'être à l'écoute de ce qui se passe, simplement. Alors, on va fermer les yeux. Voilà. On va commencer par remuer les orteils. Yes. Et suggérer à nos orteils de se relâcher profondément sur le sol. On va amener notre attention au niveau des pieds et vraiment suggérer à nos pieds de se détendre.